Ensuite, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, vous avez vu, je vais revenir rapidement sur le graphe de l'euro-dollar. Dites-moi si ça s'affiche sur vos écrans. Ok, super. Donc, nous, on est clairement vendeur depuis juillet. Pourquoi? Regardez, RSI qui casse sa zone de neutralité par là. D'accord? Et puis, bien évidemment, on a un super marché vendeur. Maintenant, et je vais ici rapidement dire ce que je pense de ce marché, ce que je pensais de ce marché sur une période longue. Premièrement, je pense que c'était en 2013, André Malpel m'avait posé la question suivante, ce que je pensais de l'euro. Mais moi, je lui avais dit à l'époque que j'en pensais pas grand-chose, qu'on était dans un gros range, d'accord, depuis effectivement, vous voyez ici 2006, 2005, on est dans un gros range. Et effectivement, c'est un marché qui, pendant toute cette période, a fait du surplace. C'est-à-dire que on allait taper les points bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. C'est comme si, effectivement, cette monnaie était, comment dirais-je, contrôlée par l'Europe et par les États-Unis qui avaient intérêt justement à avoir un euro autour de cette zone. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup considéraient à l'époque que les États-Unis finalement trichaient puisque ils le faisaient volontairement, ils utilisaient la planche à billets, ils utilisaient des QE, etc. Et les États-Unis, justement, étaient dans cette posture où ils disaient le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème, et que le dollar, effectivement, doit rester sous-évalué, d'accord, et doit rester effectivement faible. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup, lorsqu'ils ont vu effectivement l'euro autour de cette zone, et j'ai eu effectivement des personnes qui m'ont contacté par rapport à ça, qui m'ont dit, Tammy, là on achète. Et moi je leur ai dit justement, la donne a changé. C'est-à-dire autant là, on était effectivement dans une situation mitigée, mais là qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de difficultés en Europe. Les États-Unis sont vraiment en position de force, mais surtout, regardez là, l'indicateur technique qui casse effectivement ses points bas sur une base mensuelle. Et c'est pour la première fois que ça arrive. Donc on a cette cassure des points bas et puis effectivement baisse. Et donc là, moi je suis pas mal vendeur et donc effectivement dès le début de l'année, donc on était déjà vendeur l'année dernière en 2014, donc depuis pas mal de temps. Mais là, l'idée, c'était ça. C'était est-ce que ça allait rebondir? Et donc, j'ai fait un speech aux étudiants en début d'année, aux TKLiens, et je leur ai dit, la donne a changé. C'est-à-dire que là, effectivement, on a quelque chose de nouveau. Et on a quelque chose, effectivement, qui est beaucoup moins bon qu'avant. Et ça risque de baisser. Et effectivement, on va aller les 1,25, etc. Puis, on a fait au plus bas 1,14. Et l'idée, elle est là. C'est qu'effectivement, on a cassé des gros niveaux. On a effectivement bien baissé, etc. Maintenant, on est autour de cette zone. Vous voyez la zone de support des 1,16. Mais si effectivement on respecte sur un plan technique ce que l'on a, normalement l'euro devrait continuer à baisser. D'accord? On pourrait avoir effectivement sur les 1,10, 1. D'accord? Ça, c'est pas quelque chose d'impossible parce qu'effectivement on a quand même pas mal de signaux. Le seul, comment dirais-je, élément qui pour moi permettra à l'euro de redevenir positif, c'est de repasser au-dessus. Mais sur une base hebdomadaire, je vous le montre, il est magnifique. D'accord? Maintenant, le seul truc, le seul hic, c'est que ça a déjà beaucoup baissé. Vous voyez là, sur une base, on n'a quasiment pas eu de correction. On a eu juste un petit rebond, et le marché a cassé. Regardez, il a cassé cette grosse zone de consolidation et puis baisse. Bon, tous les Técaliens étaient vendeurs. Là, on était tous vendeurs. Donc, ici, on est toujours vendeurs. Maintenant, voilà, l'euro, il est quand même survendu. Ce qui est pas impossible, c'est d'avoir effectivement un rebond, mais sur une période longue, on ne peut pas parler d'un marché qui va se retourner à la hausse. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et pourquoi je vous le dis? Parce qu'effectivement, quand on étudie toutes les autres monnaies, elles se ressemblent. Hein. Le GBP USD, je vais revenir dessus. D'accord? Regardez, GBP USD également est passé vendeur par là. Donc, on est en août 2014. Donc, au même moment, et vous voyez, on a également eu une très, très belle baisse. Maintenant, quand on l'étudie sur une base mensuelle, le GBP USD, on a quand même plus de support que sur l'euro dollar. On a quand même plus de support puisque regardez, on est sur 1,50 et il y a quand même pas mal de support.
Mais imaginez, on casse cette grosse zone de consolidation. Et là, effectivement, alors, est-ce que ça va se faire? Bon, pour l'instant, on a beaucoup de support, donc ça peut supporter le marché. Mais si ça casse, c'est clairement très vendeur. Alors maintenant, encore une fois, ce serait un scénario catastrophe, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez le dollar qui explose à la hausse contre tout. Maintenant, regardez, sur le GBP, on a quand même beaucoup de support. D'accord? Donc, on peut encore glisser un peu et puis rebondir parce que là, il y a quand même une grosse zone de support et ça tient quand même bien. Par contre, effectivement, sur l'euro-dollar, vous voyez, on a quand même de la marge. Ça peut encore baisser parce qu'on a cassé quasiment tous les supports. Il manque ce petit support. Et puis si on le casse, on en a quasiment plus. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Donc si on casse effectivement si on casse la zone des 1,16 et on la casse bien, effectivement, le marché va continuer à baisser. Donc on a, et c'est ça le truc, on a un GBP USD qui est vendeur, mais qui se rapproche d'une zone de support qui est hyper importante, d'accord? Par contre, on a un euro-dollar qui lui a cassé et qui a encore de la marge. Et c'est pour ça que, et c'est pour ça qu'effectivement, moi, j'ai vraiment envie de voir. Alors, il y a David qui dit de là à ce qu'il se casse les 1. Moi, premièrement, tout ce que je sais, c'est que je suis pas mal vendeur depuis un certain temps, mais c'est pas impossible. Tout est possible. Mais si on a les États-Unis qui sont en super forme, si on a l'Europe, parce que c'est ça le truc, si on a l'Europe qui est en grosse difficulté, je vais revenir dessus, l'euro GBP, on a l'Europe qui est en grosse difficulté, on a un problème par rapport à l'euro, c'est pas du tout impossible comme scénario. D'accord? C'est pas du tout impossible. Donc, à partir de là, nous, sur un plan technique, on a quand même pas mal de signaux négatifs. On peut avoir un rebond. Attention à ne pas l'acheter massivement, c'est-à-dire que si on a des rebonds pour le moment, on est avant tout dans des phases de reprise. Les indicateurs techniques sont clairement vendeurs. Donc pour l'instant, véritablement, il va falloir effectivement privilégier les mouvements dans le sens de la baisse. D'accord? Voilà. Et si, alors il y a Brahim qui me dit sortie de la Grèce de la zone euro, quel impact? Ben, c'est même pas que ça. Si ce n'était que ça, si ce n'était que la sortie de la Grèce, c'est pire, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir une situation catastrophique. Maintenant, la Grèce, ce n'est qu'un élément, parce qu'il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est effectivement cet effet domino. Et c'est ça, c'est là où ça peut effectivement dégénérer très vite. Donc, pour le moment, on ne peut pas en parler. On a sur un plan technique des signaux qui sont assez négatifs. Mais si ça continue, si l'économie européenne est hyper molle, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est pourquoi le dollar monte. L'économie américaine et bien évidemment les actions américaines et les États-Unis qui sont aujourd'hui une valeur refuge. Voilà, une valeur refuge, tout à fait. Il y a même le référendum, il y a plein. En fait, si on voulait prendre sur le plan fondamental tout ce qui était négatif, on a plein de nouvelles qui ne sont pas positives pour l'Europe. Et sur le plan technique, ce n'est pas positif. Maintenant, bien évidemment, on ne tombe pas dans le piège de Madame Irma. Nous, pour le moment, on ne peut pas parler d'un marché haussier. Là, je vous le montre en journalier. Vous voyez, c'est méga beau. Le seul truc, c'est que ça a baissé depuis les sommets. On valait 1,40, on vaut 1,16. On n'a même pas eu de vraie correction. On n'a même pas eu de vraie correction. D'accord? On a eu des petites corrections, mais vous voyez, le marché est hyper faible. Maintenant, est-ce que ça peut continuer? Oui, mais on peut avoir une zone de consolidation, on peut avoir une reprise. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, il faut étudier le marché dans une perspective longue. Bien évidemment, avoir des stratégies, et puis bien évidemment, ne pas tomber dans le piège qui consiste à dire on va s'effondrer de suite. Non, pour l'instant, on ne peut pas dire ça, mais bien évidemment, on a tout qui nous pousse à dire que ça peut continuer. D'accord? Donc, pour le moment, voilà, on est encore vendeur. Les indicateurs techniques sont survendus. C'est pas impossible d'avoir un rebond. Maintenant, c'est avant tout du scalping, c'est-à-dire on n'est pas dans une optique swing trading, je porte ma position sur l'euro-dollar. Pour l'instant, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé les 1,25, pour l'instant, on est avant tout dans une optique scalping day trading, hein, c'est-à-dire dès que ça monte, j'achète, mais vraiment dans une optique court terme. OK pour tout le monde? Je continue, hein, je vais revenir sur l'euro GBP. OK.
Parfait. L'euro GBP. Alors, l'euro GBP est hyper intéressant. Et ça vient nous montrer un peu notre analyse. Ça vient confirmer notre analyse. Qu'est-ce qu'on constate sur une base mensuelle? On constate effectivement la cassure d'un gros niveau. Donc, effectivement, l'euro est plus faible que le GBP. Donc, ça, on l'a vu également avec cette notion de support. Les indicateurs techniques sont vendeurs. Sur une base hebdo, c'est vendeur. Clairement, vous voyez ici, depuis septembre, donc c'est clairement vendeur et on a cassé les précédents points bas. Maintenant, j'y arrive, hein, l'euro franc suisse, j'y arrive. Hein. Maintenant, on est toujours dans une optique vendeuse sur ce marché. D'accord. Maintenant, effectivement, il faut que ça poursuive, il faut que ça casse, ça continue de casser. Donc, ça montre, encore une fois, la faiblesse de l'euro. Je reviens rapidement sur l'euro-yen. Ok, est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Ok, super. L'euro yen, sur une base mensuelle, c'est pas catastrophique. Pourquoi? Parce que le yen était hyper faible. Hein. Donc on a eu un dollar yen, je reviens dessus rapidement. Voilà, un dollar yen qui a explosé à la hausse. Belle divergence. Ça, j'en avais parlé au salon de l'analyse technique en mars 2013. Hein. J'étais haussier sur le dollar yen. Magnifique marché haussier. D'accord? Donc effectivement, le yen était très très faible. Maintenant, vous voyez ici sur l'euro yen, qu'est-ce qu'on constate? On constate également en hebdo, ça commence à se sentir pas bon. D'accord? Vous voyez ici, donc si on casse effectivement la zone des 134, effectivement, ça risque de passer vendeur sur l'euro yen. Donc ça, c'est également quelque chose d'assez négatif. Je reviens sur une autre monnaie, l'euro AUD. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Idem, on est dans un scénario similaire. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de convergence sur ce marché. On revient sur l'euro CAD. Ok. Sur une base hebdo, c'est assez vendeur. D'accord? Donc, vous voyez que c'est quand même l'euro est faible. Quelle que soit la monnaie, l'euro est faible. Maintenant, l'idée, elle est là. C'est est-ce que ça va confirmer? Est-ce qu'on va pas avoir un rebond? Et donc là, on reste dans une zone de range. Mais si ça casse, d'accord? Donc, si ça casse effectivement sur l'euro yen, sur l'euro CAD, sur l'euro GBP, vous voyez, on est quand même à un niveau charnière sur l'euro. Ça risque d'encore baisser. Donc moi, pour moi, j'exclus pas ces scénarios de reprise parce que ça a déjà beaucoup baissé. On peut avoir une reprise, mais si ça casse, effectivement, on a un euro qui est très faible. Et c'est là où effectivement on rentrera dans cette idée de atteindre la parité ou un 10, d'accord? Ça, c'est pas quelque chose d'impossible. Ok? Donc on verra un peu comment ça va se passer, mais pour l'instant, effectivement, le diagnostic n'est pas très positif. La seule chose positive, c'est qu'effectivement on a beaucoup baissé, on peut avoir un rebond, mais sur un plan technique, c'est clair que ce n'est pas effectivement extraordinaire. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, il y a un problème. Alors, je reviens rapidement, et 2 secondes après, je répondrai à vos questions. Donc, moi, mon analyse en 2014, en 2013 plutôt, c'était ça. C'était effectivement, on a un marché qui fait du surplace, etc. Et en 2014, j'avais également eu la même analyse. C'était avant, bien évidemment, le retournement. Maintenant, bien évidemment, depuis juillet, on est baissier sur l'euro-dollar. Et là, maintenant, je reviens rapidement sur quelques grandes idées. Pourquoi, et ça fait partie effectivement d'un cours que j'ai donné aux TKLiens, c'est pourquoi le dollar est attractif. Tout simplement, c'est toujours la monnaie de réserve. C'est-à-dire qu'on a encore une fois considéré que le dollar allait totalement être éliminé, que le dollar est une monnaie de singe, c'est ce que nous ont expliqué pas mal d'économistes. Ils ont probablement raison, mais encore une fois, sur quoi repose une monnaie? La confiance. Ça ne repose pas sur grand-chose, ça repose sur la confiance. Le jour où on n'aura plus confiance dans l'économie mondiale, effectivement, ça s'effondrera. Ça s'effondrera. Mais est-ce qu'on a intérêt à ce que ça s'effondre? C'est ça le truc. Est-ce que la Chine a intérêt à ce que les États-Unis s'effondrent? Est-ce que l'Europe a intérêt à ce que les États-Unis s'effondrent? Est-ce que l'Amérique latine, tout le monde a intérêt finalement à ce que le dollar reste une monnaie de référence parce que tout est libellé en dollars. Le pétrole, l'or, les matières premières, etc., etc. Tout est libellé en dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste malgré tout la monnaie de référence mondiale. Et donc c'est ça le truc, c'est on est aujourd'hui le dollar américain a une place centrale parmi les autres devises majeures. C'est la devise la plus utilisée dans le commerce international, la principale devise sur le marché d'échange, la principale devise de réserve dans le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un pays, vous savez, il a un panier de devises. Et dans ce panier de devises, il a du dollar. Donc il achète n'importe quel pays de la planète à du dollar dans ses réserves monétaires.
Et donc le dollar, c'est la principale devise de réserve dans le monde. Et par ailleurs, effectivement, le marché des obligations américaines, c'est le plus important au monde. D'accord? Et là, ce que j'avais expliqué, c'est que le dollar n'est pas prêt de s'effondrer car les placements vont rester internationaux et les investisseurs institutionnels continuent d'investir aux États-Unis. Et il faut savoir qu'effectivement, chaque année, on a énormément d'argent qui vont vers les États-Unis et de grands pays, de grosses puissances comme la Chine, comme le Japon, investissent encore et toujours aux États-Unis. Donc, pourquoi l'euro a baissé récemment? Il y a plein de raisons. Croissance décevante, déséquilibre économique majeur, zone monétaire non optimale, c'est-à-dire que l'euro est un échec. L'euro, c'est l'euro, on voulait en faire effectivement une zone monétaire optimale avec plein de consommateurs, avec une concurrence, mais on a agrandi la zone euro trop rapidement. On n'avait pas de vision solide, on n'avait pas de prise en compte de risque de blocage sur la gouvernance qui dirige, qui fait quoi, d'accord? C'est-à-dire que vous avez un petit pays qui va effectivement imposer à un certain moment ses règles. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas pris de temps, et puis effectivement c'était un peu utopique. C'était pas orienté business, c'était pas effectivement orienté de manière efficace. Donc il y a eu un gros problème avec la zone euro, la manière dont ça s'est développé. Beaucoup d'économistes parlaient effectivement de l'euro comme étant une zone monétaire non optimale. C'est-à-dire qu'effectivement, pour que la zone monétaire soit optimale, il faut qu'il y ait une flexibilité du marché du travail. Qu'est-ce qui explique que les États-Unis, ça se fonctionne? S'il y a du chômage au Texas, ou s'il y a du chômage à Détroit, ben, les Américains qui sont au chômage peuvent aller à New York, ils peuvent aller en Californie, c'est le même pays. D'accord? Il n'y a aucun souci, ils peuvent se déplacer d'un pays vers un autre sans aucun problème. Même langue, même culture, pas de souci administratifs, etc., etc. En Europe, s'il y a du chômage en Espagne ou s'il y a du chômage en Roumanie, c'est très difficile d'avoir effectivement des déplacements. Il y a la langue, la culture, les spécificités, chaque marché du travail est différent, et donc on n'est pas dans une zone monétaire optimale. Et en plus, on a ajouté à ça les blocages liés à la gouvernance. C'est-à-dire qu'effectivement, le mode de gouvernance est mauvais. Si on avait deux, trois grands pays qui dirigeaient et donc qui avaient une vision sur ce qu'il fallait faire à long terme, oui, mais ce n'était pas du tout le cas. D'accord? Donc effectivement, on s'est retrouvé on est rentré dans quelque chose qui était positif et probablement positif, mais mal géré, mal organisé, avec une mauvaise vision de l'avenir. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui, le marché unique, il est focalisé sur la concurrence, mais on n'a pas mis assez l'accent sur l'innovation. Qu'est-ce qui explique encore une fois la croissance des États-Unis ces derniers temps? C'est l'innovation. C'est-à-dire, OK, le secteur automobile va mal. OK, à Détroit, il y a du chômage parce que le General Motors, parce que ceci, parce que cela avait des problèmes. Eh bien, c'est pas grave. On va changer tout ça et on va effectivement orienter l'économie autrement. Et vous avez des nouveaux mastodontes qui sont nés durant les 20 dernières années. Alors qu'en Europe, finalement, pas beaucoup d'innovation, pas assez de recherche. Finalement, on a eu beaucoup de problèmes, même, je ne vais pas rentrer dans les détails, même on parle de l'immigration en Europe, ok. Mais aux États-Unis, il y a 2 fois plus d'immigration, d'accord? Pourtant, les États-Unis n'ont pas le même problème parce que leur économie est dynamique, leur économie absorbe très rapidement et finalement, on se retrouve dans une dynamique qui est incroyable. Et en Europe, on a eu trop de soucis, c'est-à-dire que finalement, on recherche les mauvais problèmes, alors que si on avait de la croissance, si on avait une économie orientée business, orientée innovation, si on investissait dans la recherche, on n'aurait pas eu tous ces problèmes, premièrement. Deuxièmement, un problème démographique, c'est-à-dire que la population en Europe vieillit, d'accord? Alors qu'en Europe, alors qu'aux États-Unis, population beaucoup plus jeune. Incroyable mais vrai. Population beaucoup plus jeune, innovation, flexibilité, etc., etc. Et donc, cette zone monétaire optimale aurait été optimale dans un cadre comme celui des États-Unis. En Europe, ça devient un problème. Donc là, encore une fois, j'essaie de décortiquer pourquoi effectivement on a les problèmes actuels et pourquoi ça peut s'aggraver. D'accord? Ça peut s'aggraver parce que justement, c'est très compliqué effectivement de réconcilier tous ces intérêts qui sont antagonistes. Hein. Chaque pays vise ses intérêts, c'est tout à fait logique. Et puis, bien évidemment, c'est très difficile d'avoir une vision long terme. Alors que dans le cas, par exemple, des États-Unis, bah, c'est pas grave, c'est le même pays.
Donc, à partir de là, effectivement, même s'il y a des États, même s'il y a des budgets fédéraux, etc., ok, mais ça reste un même pays. Et donc, effectivement, il y a cette vision long terme, il y a cette flexibilité, il y a la même langue, la même culture. Il y a donc l'Europe a voulu devenir les États-Unis, d'accord, mais avec les mauvais outils, les mauvaises institutions. L'Europe a besoin de l'euro. Je pense que l'euro est indispensable pour le développement de l'Europe, mais pas dans ces conditions. Et donc ça explique beaucoup de choses. Ça explique l'échec. Et là maintenant, bien évidemment, si il n'y a pas un retour de croissance, bien sûr, mais voilà, mais malheureusement, effectivement, ça n'a pas été le cas. Donc, si effectivement il n'y a pas de croissance, s'il y a une hausse du chômage, si on a un ou deux pays qui sortent, si on a un effet domino, on est bien d'accord qu'effectivement la situation pourrait s'aggraver. C'est pas ce que je souhaite, ni ce que vous souhaitez bien évidemment, mais on voit bien qu'effectivement il y a une grosse fragilité. Alors, soit effectivement, les crises sont bonnes parce que ça permet de se réveiller, ça permet de prendre conscience effectivement qu'il y a des choses à corriger, etc. Donc moi, pour moi, une crise, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis grand-chose. Autant les États-Unis, c'est vraiment impressionnant ce qui s'est passé, autant en Europe, non. Donc voilà. Donc effectivement, là, et Alain a écrit, les plus importants sont nos graphiques, c'est ça. C'est que nous disent les graphiques. Et donc effectivement, ici pour moi, sur une base mensuelle, c'est pas positif. Et si on casse, et c'est là où moi je vous dis, si on casse les précédents points bas, eh bien c'est pas du tout positif. C'est pas du tout positif. D'accord? Et c'est ça le truc, c'est qu'on les a déjà cassés, on réintègre, et puis effectivement si on casse, ça peut. Maintenant, alors il y en a beaucoup qui disent si l'euro baisse, c'est bien pour les exportations. Oui, sauf qu'on importe énormément. Sauf qu'on importe énormément. Et donc, effectivement, c'est bien pour les exportations, certes, parce qu'on est plus compétitif, mais quand vous avez une monnaie effectivement qui baisse aussi fortement, ça veut dire aussi, c'est pas fait dans une optique compétitive. Le Japon, par exemple, il a fait en sorte d'avoir une monnaie moins forte. Ok, mais il y a une stratégie derrière, et ça reste un pays. L'Europe, c'est plus effectivement, voilà, ça va avantager certains, ça va désavantager d'autres pays. Pour l'Allemagne, ça va la désavantager. Donc, on est vraiment dans une situation effectivement qu'on peut difficilement chiffrer. On peut difficilement dire quels seront les impacts d'une baisse de l'euro. On peut difficilement dire ce sera effectivement positif ou négatif. D'accord? Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si ça baisse, ça ne voudra pas dire que c'est bon, ça voudra dire déjà c'est négatif. Déjà, il y a un problème sur le plan économique. Et puis, bien évidemment, comment on va gérer ça? D'accord? Donc, c'est ça le risque. C'est si ça baisse encore, ça veut dire qu'effectivement, l'économie s'enfonce. Donc, maintenant, encore une fois, pas de catastrophisme. Je ne vais pas vous dire effectivement ça va s'effondrer. Moi, sur un plan technique, qu'est-ce que je constate? C'est qu'effectivement, c'est pas acheteur. Ça repassera acheteur au-dessus. Vous voyez ici cette zone, les 1,2050, les 1,22. Si on repasse au-dessus, eh bien, on re-rentre dans le range. Donc, ça sera qu'un excès. Vous voyez un peu comme là. Là, on a eu cet excès. Donc, l'idée, elle est là, c'est de se dire peut-être qu'on aura un excès et qu'on réintégrera, mais sur un plan technique, on est toujours vendeur. Donc, pour moi, effectivement, si on casse, ça va toujours continuer à baisser. Et pour moi, c'est pas impossible d'aller trop taper les 1,10, les 1,05. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc pour moi, effectivement, c'est ça l'idée. Donc après, effectivement, on verra ce que ça va donner, mais un petit peu, c'est ça l'idée. Ok. Donc, pour l'euro, c'est assez clair. Donc, à part, c'est pas la peine que je revienne dessus. Voilà. Les limites de l'euro, c'est qu'effectivement, on avait des critères qui n'ont jamais été appliqués. Après la crise financière, on a revu effectivement les déficits. Les pays les plus endettés ont été forcés de chercher un plan de sauvetage. Voilà. L'importance de la dette pose un réel problème pour la survie de la zone euro et il sera difficile pour certains États de trouver des financements et de poursuivre ainsi. Et donc, on va avoir encore des politiques d'austérité dans les prochaines années. Donc, je reviendrai dessus juste après. Hein.